Retour sur ce plateau et comme je vous l'annonçais, j'ai déjà à mes côtés mes deux invités. Elles sont des femmes. Madame Rompé Déborah, vous êtes psychopédagogue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci et bonne fête à vous. La deuxième invitée, elle a un nom, Teslanique Rondéon. Un peu difficile à prononcer, mais j'y arrive. Teslanique Rondéon, elle est journaliste et avec mes deux invités, nous allons débattre du thème « La femme béninoise face aux défis de son temps ». La femme béninoise face aux défis de son temps. Un thème qui nous permet d'aborder des sous-thèmes, plusieurs sous-thèmes, dont l'autonomisation de la femme. D'entrée de jeu, Teslanique, c'est qui la femme autonome pour vous? D'abord, je dis bonjour à vous, Carole, et bonjour également à tous les téléspectateurs de Eden TV. Et bonne célébration de la journée de la femme à toutes ces femmes qui nous suivent ce matin. Je sais qu'en chacune de ces femmes dort une lionne qui va certainement se réveiller si ce n'est pas encore le cas. Une femme autonome. Je crois que je partirai d'abord de la définition de l'autonomisation que les Anglais définissent comme empowerment. L'autonomisation, c'est l'octroi davantage de pouvoir à des individus ou à un groupe d'individus pour leur permettre de mieux s'épanouir sur divers plans, notamment le plan économique, le plan politique, le plan social. Donc, je peux, en apposant cette définition de l'autonomisation à la femme, je peux dire qu'une femme autonome est une femme qui a la possibilité d'être épanouie au plan économique, au plan social, au plan éducatif, au plan politique. Une femme qui a un peu plus de pouvoir pour mieux s'affirmer sur ces différents aspects de sa vie. Madame Déborah, dites-moi, c'est qui la femme autonome pour vous? Je vous remercie encore et je salue toutes les femmes du Bénin. Je salue les téléspectatrices. Je salue les hommes aussi. Hein. Sans hommes, il n'y a pas de femmes. Et sans femmes, il n'y a pas d'hommes. Donc, les généticiens nous l'ont prouvé. Alors, la femme autonome, c'est celle qui est éduquée, pour moi. C'est celle qui est éduquée, c'est-à-dire quoi? Qui a reçu une éducation traditionnelle, qui a reçu un peu d'instruction, déjà, ça peut aller, et qui, psychologiquement, se porte bien. Une femme équilibrée et une femme autonome. Pour moi, tout se passe dans l'esprit. Tout se passe dans la pensée. Et la pensée prend matière. Et la pensée devient matière, créativité. Et je pense que la femme africaine a toutes ces capacités-là. Elle a toutes ces qualités, mais ce qui la freine un peu, c'est l'environnement socio-culturel. Je reste avec vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes libre en tant que femme? Je suis libre, j'ai des limites dans ma liberté. Il y a des décisions que je ne peux pas prendre, mais tant que mon esprit est libre, je me sens vraiment libre. C'est-à-dire quoi? Je peux créer, je peux penser, je peux créer, je peux agir. J'ai étudié, j'ai fait des diplômes, pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais quand même. Qui vous permet d'être épanouie. Voilà, épanouie, qui me permet d'avoir accès à des informations, à connaître mes droits en tant que citoyenne béninoise et citoyenne du monde, mes devoirs en tant que fille d'un pays et fille d'une société et fille d'un monde, mes droits culturels, mes droits sociaux, etc. Donc, ces choses-là, c'est ce que nous appelons en pédagogie les savoirs basiques. Et puis, après, les savoir-être, les savoir-vivre et les savoir-vivre ensemble. C'est tout cet ensemble-là qui donne l'équilibre à la femme. Et moi, je pense que depuis le XVIIIe siècle, avec les Amazones du Dahomey, aux côtés du roi Agadja, et Jean Pli l'a rappelé dans l'histoire de mon pays, le Bénin, hein, qu'il a édité, je crois, en 1993 ou en 2003. Et puis aussi, il est revenu là-dessus plusieurs fois dans les plusieurs éditions de Kondo le requin. Alors, mais la femme béninoise, c'est une femme autonome, s'il vous plaît. C'est une femme autonome. Parce que dans la défaillance masculine, ces femmes ont montré leur suprématie. Elles ont combattu pour sauver ce pays, aux côtés des hommes. Mais quand les hommes ont été défaillants, ces femmes étaient toujours au combat. Donc quand la femme, elle a des tripes, et tout vient de son ventre, comme l'être qu'il a porté. Et là, je rejoins vraiment M. Malonga, hein, qui dit que la femme est la sœur puée-née de Dieu, tandis que l'homme n'en est que le neveu. Bon,
C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Jean Malonga. La femme autonome, c'est pas d'abord la femme qui est financièrement épanouie, qui est politiquement épanouie. C'est d'abord l'éducation, l'équilibre, l'esprit. Et c'est au moment de donner cette autonomie aux enfants dès le bas âge. Parce que le pouvoir financier n'est pas forcément facile à acquérir. La femme africaine, elle travaille beaucoup. Et là, je ne fais rien. Joseph Kizerbo l'a montré largement dans ses écrits, l'autonomie de la femme de l'Afrique de l'Ouest, son petit commerce, qui lui donne de survivre et de faire survivre mais toute une communauté. Excusez-moi, mes chers hommes, lorsqu'un homme est nanti, alors là, il s'achète des femmes. C'est pas moi qui le dis, hein, mais lorsque la femme est nantie, elle garde la communauté, elle garde la famille, elle garde les enfants et elle donne un avenir certain aux enfants. Alors, Madame Teslamique, dites-moi, est-ce que vous pensez que vous êtes libre? Oui, totalement et complètement, mais je rejoindrai Dame Déborah quand elle parle des limites de cette liberté. Oui, nous sommes libres, mais nous avons des limites, autant que les hommes. Dans leur liberté, ils ont également des limites. Des limites en ce sens que la société elle-même les a déjà établies. Et nous pourrions nous battre pour chercher pour repousser ces limites-là. Mais je crois que pour mieux repousser les limites posées par la société, nous devons pouvoir repousser nos propres limites. Parce qu'en tant que femme, c'est déjà préétabli que vous ne pourrez pas faire telle ou telle autre chose. Mais dès l'instant où, comme le disait Dame Déborah tout à l'heure, vous avez l'éducation, vous avez la capacité de vous exploiter depuis votre fort intérieur, vous arrivez à repousser vos propres limites et dès cet instant, vous repoussez toutes les limites posées par la société. Et j'irai un peu plus loin en parlant de la femme libre et de la femme autonome dont nous parlons. Ce n'est pas que cette femme-là qui est capable d'être sur ce plateau avec vous, de bien s'exprimer en français. Non, ce n'est pas qu'elle. Il y a des femmes libres. Et les plus libres sont celles justement qui sont dans nos marchés. Moi, je travaille au cœur du plus grand marché du Bénin et je peux vous assurer, dans Tokpa, et je peux vous assurer que des femmes libres, des femmes autonomes, vous en avez de tout type, de toute couleur, de toute taille, de toute forme. Et ces femmes sont fortes. Ces femmes sont fortes, mais toujours est-il que la majorité des femmes béninoises ne sont pas autonomes, je le dirais tout simplement ainsi. Madame Rompé, dites-moi, qu'est-ce qui explique, ou bien quelles sont les ronces qui empêchent l'autonomisation de la femme béninoise? Je vais paraître redondante peut-être, mais c'est toujours culturel. Vous savez, je suis littéraire à la base avant d'être psychopédagogue et Maximilien Quenom a écrit pour montrer un peu le rôle social de la femme en Afrique de l'Ouest et il a généralisé un peu sur l'Afrique noire. Et il a montré que juridiquement parlant, la femme n'a pas de statut, sinon son statut ressemble à celui d'un enfant. C'est-à-dire quoi? La société n'attend d'elle que deux choses. Être épouse et être mère. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Maximilien Quenom qui a fait ses recherches sociologiques sur la question. Et c'est une lecture, hein, on peut en débattre. Mais pour le moment, c'est cette pesanteur-là qui pèse encore sur les consciences. Sinon, la femme n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit, puisque depuis toujours, elle est femme, elle existe, elle travaille. Et ce que la femme fait, mon Dieu, qu'elle soit ménagère, commerçante ou encore intellectuelle, mon Dieu, la femme, elle a beaucoup de force. Elle a beaucoup de force, mais ces forces ne sont pas manifestées toujours pas. Hein, c'est dans le monde entier, hein, sur le plan politique. C'est pas seulement en Afrique, en Europe, c'est pareil. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas dévier les intérêts de la lutte de la femme béninoise. Moi, j'ai fait les études genre, 3e cycle à l'université de Genève et de Lausanne, justement, en Suisse. Et là, je leur ai montré que nous, notre combat, et j'ai pris l'exemple des dames littéraires, hein, comme Maria Mamba, à travers son roman Une si longue lettre, je leur ai montré que la femme africaine, francophone, hein, je ne connais pas toutes les femmes africaines, hein, son autonomie, c'est d'abord le bien-être de sa communauté, le bien-être de sa famille, le bien-être de son mari, de ses enfants, si elle est mariée. Maintenant, aujourd'hui, les temps évoluent. Hein. Il y a des jeunes filles qui savent, mais vraiment ce qu'elles veulent de la vie.
elles vous disent, je ne veux pas me marier, je veux faire ci, je veux faire ça. Et là, c'est déjà dans l'esprit que ça commence. Et c'est une question d'éducation. Et quand vous leur demandez pourquoi ma maman a trop souffert à côté de mon papa, mon papa lui a fait tellement de mal que moi, j'ai décidé de travailler pour ma société, de ne plus me marier, de m'occuper des enfants de la rue, etc. Moi, j'ai des étudiantes qui me disent des choses, mais de 16 ans, de 18 ans, avec conviction. Et je me dis, il y a de l'espoir pour l'avenir. Juste les cadrer pour ne pas que les déviances entrent chez nous. Voilà. Madame Teslamik Rondé-Nyon, dites-moi, quels sont les facteurs qui empêchent l'autonomisation réelle de la femme béninoise? Vous savez, et je sais, que ces facteurs ne sont autres que des facteurs socioculturels. Et tout ceci vient de la base, vient de l'éducation que nous recevons à la maison au quotidien. Moi, je suis Benjamin d'une fratrie de 8 enfants et je crois que ma mère, n'ayant pas fait de grandes études, a quand même su donner une éducation paritaire. Parce que autant, dès mon jeune âge, je pouvais participer aux travaux, à la maison, aux activités ménagères, autant mes aînés garçons pouvaient le faire. J'ai pris mes premiers, si je peux les appeler des cours, mes premiers cours de cuisine avec mes grands frères, pas avec mes grandes sœurs parce qu'elles n'étaient pas là, mais ce sont mes grands frères qui étaient là et qui m'ont appris ces choses-là. Et je pense que c'est dès cet instant-là que j'ai compris qu'en réalité, je n'avais pas forcément, avant bien sûr d'être confrontée à certaines réalité de la vie. Déjà, dans mon cocon familial, je n'avais pas à me battre pour réclamer une quelconque place parce que la place, elle était là. Je n'avais qu'à l'occuper, la remplir et c'est tout. Mais il y a beaucoup de jeunes femmes dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de contrées de ce Bénin et de l'Afrique et dans le monde entier, qui se battent même pour avoir une place dans leur cocon familial, tout simplement parce qu'en tant que femme, ta seule place est dans la cuisine. En tant que femme, ta seule place, c'est pour aller faire la lessive. En tant que femme, ta seule place, c'est pour faire les choses les plus basiques de la maison. Et le garçon, lui, il n'est pas dans ce rôle-là. Et c'est là que commence la marginalisation dont moi je parle, en griffe, sans vouloir choquer. C'est là que commence même la disparité. C'est à cet instant-là que la femme se sent brisée et inférieure parce qu'elle se dit pourquoi je me retrouve dans un rôle et mon frère n'est pas dans ce rôle-là. Et là se pose un problème d'éducation. L'éducation autant traditionnelle que l'éducation instruction que nous allons chercher à l'école. Récemment, avec des collègues, nous faisions un débat autour de quoi? Il s'agissait du rôle de la femme dans son milieu de travail. Vous allez remarquer avec moi, nous avons pour habitude aujourd'hui, quand vous fêtez votre anniversaire ou qu'il y a une petite manifestation au bureau, ok, c'est ton anniversaire, Carole, on te fait une petite fête surprise et voilà, on coupe le gâteau, on partage une bouteille de champagne et ainsi de suite. Dans une bonne ambiance. Dans une bonne ambiance. Mais quand la célébration est finie, faites le constat, vous l'avez déjà certainement remarqué. C'est clair. C'est les femmes qui viendront ranger. C'est les femmes qui viendront nettoyer. Il y a ce problème-là qui se pose à tous les niveaux, dans toutes les sphères de la société. Et on ne me dira pas que, parce que ce n'est pas que dans votre lieu de travail, les hommes ne sont pas instruits. Ils sont instruits. Parce que la plupart du temps, il y a des femmes encore plus instruites que des hommes. Oui, la plupart du temps, c'est que vous avez peut-être le même niveau dans l'entreprise, mais c'est la femme qui est obligée de nettoyer parce que dans la tête de l'homme ou dans la tête de la femme elle-même, c'est mon rôle. D'aucuns me tagueront de femme des temps modernes, je le suis, et je n'ai d'ailleurs pas à le réclamer. Parce que non, je ne le réclame pas, je crois que c'est une évidence. Pas que chez moi à la maison, je ne fais pas un certain nombre de choses, c'est une exigence et c'est un devoir, c'est tout naturel parce que je sais que j'ai un rôle comme ça à jouer. Mais moi, j'ai grandi dans un environnement où autant c'était mon rôle que c'était le rôle des hommes avec qui je vivais dans ma maison. C'est là que se pose le problème de l'éducation traditionnelle et à l'école. Quand j'étais à l'école, c'est les filles qu'on mettait dans le calendrier de balayage de la classe.
plus fréquemment. C'est là que ça commence. Je crois que c'est de là que se pose tout le problème. C'est les filles qui sont dans... Les hommes peuvent nettoyer le tableau, parce que c'est eux qui sont les plus élancés, c'est eux qui vont... Même si tu es la fille la plus élancée, bon, moi, je n'étais pas la plus élancée, vous le remarquez certainement, mais même quand tu es la fille la plus élancée, les filles balayent la salle. Les hommes nettoient le tableau, les hommes vont chercher les cahiers et font tout ça, mais nous, les filles, ce sont les hommes qui sont plus aussi les responsables de classe. Oui, les responsables de classe. Rares sont ces femmes-là qui disent non. Moi, je peux être responsable de classe et porte la voix haut et fort pour dire non, je suis responsable, je suis déléguée d'école. Mais ce n'est pas toujours une évidence et c'est assez bas niveau de la société que ça commence. Tout à l'heure, Madame Deborah parlait du fait de l'autonomisation de la femme pour une communauté plus épanouie. Et vous savez, il y a des études sur les objectifs de développement durable qui l'ont prouvé et qui montrent qu'en réalité, l'autonomisation des femmes a un impact économique très fort sur l'atteinte des objectifs de développement durable. On parle d'éradication de la pauvreté, parlons de l'ODD2, et dès l'instant où vous avez une femme qui a de l'argent, qui a les moyens de subvenir à ses besoins, ce n'est pas pour elle qu'elle le fera, mais elle le fait automatiquement pour son foyer, pour ses enfants. C'est tout naturel. Et pour son époux. Et bon, aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Hein. À l'heure actuelle, les femmes vous diront, il n'a qu'à se démerder. C'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Alors, Madame Roupa, dites-moi, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre réellement en place pour que la femme béninoise soit totalement, ou bien la majorité de la femme béninoise soit complètement autonome? Il faut toucher aux cultures. Mais je vais rebondir un peu sur les propos de la journaliste tout à l'heure par rapport à l'éducation déjà des clivages en classe, dès le primaire. Si la femme veut être responsable, on lui donne le rôle de troisième responsable. Oui. Elle est chargée du nettoyage. Et ça continue même dans les amphis. Oui. Voilà. Dans les amphis, j'étais quatrième responsable quand j'étais à l'université. Voilà. Donc ça continue, ça se perpétue, c'est une tradition. On est habitué, l'habitude est une seconde nature, hélas. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple qu'elle a cité tout à l'heure pour lorsqu'on a fait une fête, ce sont les femmes qui nettoient. Mais lorsque nos hommes vont en Europe, vont étudier en Europe, lorsqu'ils épousent des Européennes, allez les voir travailler à la cuisine, allez les voir faire les magasins, allez les voir devenir maman et papa à la fois. Et pourquoi ne pas le faire avec leurs sœurs? C'est la mentalité. Et c'est pas moi qui le dis. Oui, depuis ces années 80, les femmes écrivaines d'Afrique noire francophone ont beaucoup écrit là-dessus. Quand vous lisez une si longue lettre de Maria Mamba, vous voyez comment l'homme change lorsqu'il descend de l'Europe. Quand il va étudier, il est outre là-bas. Il fait tous les travaux. Vous avez vu, je regarde beaucoup la scène je ne sais plus trop comment ça s'appelle, le groupe de Madame Abo, paix à son âme, quand elle dit au chloro, Jean-Baptiste Ouagban-Clona Assier. Voilà, Jean-Baptiste est allé en Europe, il est allé à on l'a déjà bassé. Voilà, donc ici c'est comme ça. Donc c'est la belle-mère qui commence d'abord par crier, et puis après le beau-père et toute la famille s'y mêle. Donc même si l'homme a envie de le faire, tant qu'il est dans le cocon familial, il n'est pas épanoui, il ne peut pas le faire, il ne peut pas aider sa femme. Et il y a tout ça, ces pesanteurs-là qui pèsent sur nos hommes en Afrique noire, et si bien qu'ils n'arrivent pas à se détacher de leur famille. C'est pourquoi il est bien, pas s'isoler de la famille, mais quand on est marié, il est bien que chacun rejoigne son foyer, quoi. C'est-à-dire que la belle-mère, elle a fini son travail aux côtés de papa, du beau-père. Et là, elle laisse la liberté. Elle peut accompagner. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans une société où l'aîné a toujours droit, mais vraiment s'immiscer tout le temps. Et c'est ça que vous allez lire dans ces livres. Il y a Warner Vieira qui a écrit Julietane, une femme qui est devenue folle, une étrangère qui a épousé un Sénégalais, qui est rentrée d'Europe avec, et la manière de vivre au Sénégal mais était diamétralement opposée à leur manière de vivre en France. Elle est devenue folle.
parce que la famille est là, le monsieur qui était son complice, son compagnon, son amant, son Devient mari, l'homme qu'on doit distant, forcément respecter. mais distant, là, un inconnu pour Juliette-Anne, etc. Donc quand vous voyez ces romancières-là relater ces faits en ces temps-là, aujourd'hui, regardez le nombre d'années, et c'est toujours comme pareil. ça. Donc il faut vraiment insister sur l'éducation. Il faut insister sur l'éducation, mais croyez-vous que les nombreuses sensibilisations ont un impact au plan social et culturel? Déjà. Je pense que c'est rabroué. Hein. Je pense que c'est rabroué. Moi, le combat doit être vraiment systémique à mon niveau. C'est-à-dire qu'on va atteindre chaque maillon du système. Si on peut faire des lobbying, là, c'est sur le plan politique, mais dans les maisons, dans les campagnes, dans les villages, dans les coins les plus reculés, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la maman qui va éduquer et la fille et le garçon de demain? C'est ça qu'il faut voir. Moi, j'insiste beaucoup sur l'éducation. Il faut éduquer la femme. Et Paulo Freire, un Brésilien qui a beaucoup travaillé sur l'autonomisation des femmes analphabètes. Et il a réussi beaucoup, hein, vous savez. Le Brésil, c'est un peu comme chez nous, mais ils sont très nombreux là-bas encore. Et nous pouvons nous en inspirer. Pendant la période révolutionnaire, on s'en est beaucoup inspiré sur la question de l'alphabétisation fonctionnelle. Et l'alphabétisation fonctionnelle inclut tous ces domaines-là. Et lorsqu'on rase bien la mentalité de la femme, mais écoutez, elle va impacter son milieu, à coup sûr. À coup sûr. Teslanik, dites-moi, est-ce que les nombreuses sensibilisations au Bénin pour l'épanouissement de la femme, pour l'autonomisation de la femme, ont un impact sur la vie de la femme béninoise? Plus ou moins. Plus ou moins. Moi, je pense que, contrairement aux personnes qui disent que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Moi, je dis, tant qu'il reste à faire, on peut déjà applaudir ce qui est déjà fait et continuer à faire quelque chose. Il y a un travail qui se fait sur le terrain et à divers niveaux, et c'est souvent le débat que je fais quand j'en ai l'opportunité, à divers niveaux, des femmes font bouger les lignes. À tous les niveaux, à tous les niveaux. J'insiste sur ça parce que il faudrait pas penser que le combat pour l'autonomisation de la femme, c'est juste les femmes intellectuelles. On est allé à l'école, on a de grands diplômes et c'est nous qui faisons ce débat-là. Non. Et si nous prenons la chose ainsi, ça ne va pas marcher. Étant donné que la femme la plus pauvre ou la femme illettrée a besoin de savoir ce qu'il faut aujourd'hui pour changer la donne. Oui, moi, mon plus bel exemple, parce que c'est ce dont je peux mieux parler, c'est ma mère. Ma mère n'a jamais mis pied dans une école, elle n'a pas de grand diplôme, mais je la vois autonomiser d'autres femmes. Elle a réussi à se faire une place dans la société et elle s'est donnée pour devoir de rendre autonome d'autres femmes. Avant que je ne quitte la maison ce matin pour venir ici, je la voyais encore faire des séances de coaching sans savoir que c'était ce qu'elle faisait elle-même. Elle le fait sans s'en rendre compte, mais je l'ai vu par son biais. J'ai vu beaucoup de femmes s'éclore et prendre conscience de ce que, en réalité, je ne peux pas continuer à rester là où j'en suis aujourd'hui et penser que quelque chose va changer. Alors, je suis ce chemin-là. Et elle n'a pas fait grandes études. On dit souvent, tout ce qui se fait pour vous sans vous est contre vous. On ne saurait autonomiser les femmes, on ne saurait faire de belles sensibilisations, on ne saurait atteindre les objectifs de ces sensibilisations-là en excluant les femmes, en excluant celles qui en ont réellement besoin. Dès l'instant où une femme est éduquée, elle commence à aller, est instruite, je dirais, parce que l'éducation est différente de l'instruction. Je crois que Madame Déborah a su bien faire la différence tout à l'heure. C'est différent et dès l'instant où une femme est instruite et qu'elle a un minimum d'éducation, elle réfléchit autrement. C'est tout naturel. C'est sa manière de penser, sa manière de faire, de vivre, ça diffère automatiquement de celle qui est éduquée, mais n'a pas le minimum d'instruction, ou de celle qui est instruite, mais n'a pas le minimum d'éducation. Je pense que les deux vont de pair. Ce n'est pas possible d'être une femme instruite et mal éduquée, ou qui n'ait pas reçu la bonne éducation, parce que vous n'êtes pas éduquée, ça veut dire que vous êtes instruite et vous devenez arrogante, vous devenez, enfin, il y a des vices qui accompagnent votre instruction. Mais quand vous êtes instruite et que vous avez l'éducation, les deux vont de pair, vous devenez
un modèle, plus ou moins pour D'où d'autres femmes. l'importance de la promotion de l'éducation Oui, des filles. oui, très tout à fait. important. Et c'est une priorité aujourd'hui pour l'UNESCO au plan mondial, avant de devenir une priorité pour les États à divers niveaux. L'éducation des filles, et vous verrez les organisations internationales investir à ce niveau. Et aujourd'hui, l'éducation informelle prend le dessus sur l'éducation formelle parce que on est déjà dans une société où la plupart des filles n'ont pas réussi l'éducation de base. À la base, on dit accompagne au champ. C'est ce que tu as le mieux à faire. Tu accompagnes maman au marché. C'est ce que tu as le mieux c'est ce que tu peux le mieux faire. Et on est aujourd'hui dans une génération où les filles Là, tu en apprends majorité déjà même à compter, à Oui, soustraire oui. et à additionner. Sans le savoir. Ça, sans le savoir. Et Arriver à l'école, ça avec devient une réalité. Avec l'éducation informelle, les choses s'améliorent. Et je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler sur ce pan de la chose. Les filles que nous avons aujourd'hui, il y a des associations ou des organismes internationaux, je ne sais pas si ce sont des organismes internationaux, mais qui travaillent ne serait-ce que pour faire obtenir à ces filles-là le CEP. Et je crois que c'est très important. Ça permet déjà à ces filles-là de vivre autrement, de penser autrement. C'est déjà un grand pas. Et l'éducation informelle, je pense que c'est une forme d'éducation qu'on devrait beaucoup plus employer aujourd'hui pour arriver à la solution systémique dont parle Madame Déborah, parce que c'est ce dont on a besoin. Il ne sert à rien de rester dans nos bureaux, de faire des ateliers, de faire des forats et de dire qu'on est en train de décider pour les filles et pour les femmes. Il ne sert à rien de dire qu'on a fait un rapport sur l'état des filles, des femmes, qu'on ne met jamais en application réellement. Non, il ne sert à rien, mais il faut faire un travail à la base. C'est très important. Et là, je suis d'accord pour la solution systémique et c'est une prise de conscience individuelle. J'en parle, mais si mon comportement dans la vie active ne le reflète pas, je parle mal. Je le dis pour plaire. Mais ce que je dis, ce n'est pas pour plaire parce que dans mon milieu, c'est une évidence. Dès l'instant où moi, je sors de ma maison et je vois une fille qui est en âge d'aller à l'école et que je ne vois pas à l'école, je dis, tu es dans ce quartier, tu ne vas pas à l'école. Pourquoi? Je commence à poser des questions aux gens dans mon quartier pour comprendre pourquoi cette fille-là n'est pas à l'école, parce que ce n'est pas normal. Et récemment, j'ai vu une fille, elle m'a dit, c'est parce que les autres filles des gens avec qui je suis sont à l'école, donc tout le monde ne peut pas quitter la maison. Je dis, si tout le monde ne peut pas quitter la maison, même non qu'à rester dans la maison. Ma mère m'a un peu freinée dans mon élan parce qu'elle dit, c'est pas tes affaires et tout, mais je pense qu'en dépit de tout, ce sont mes affaires. Cette seule fille-là peut changer quelque chose. Cette seule fille-là, instruite, peut faire bouger des lignes après dans mon quartier. Vous me faites penser au phénomène de vide au Mégan. Oui, oui. C'est une autre chose que moi, je combats énormément. Et vous savez, c'est nous, les femmes, qui sommes... Bon, quand je dis ça, c'est un peu faire une marginalisation, mais permettez-moi de le dire ainsi. Mais ce sont ces femmes-là qui sont le plus souvent instruites, qui se mettent dans cette cadence-là. J'ai déjà rencontré des femmes parce qu'elle est fonctionnaire. Boulot, voilà. Oui, elle est fonctionnaire, elle vient d'accoucher, elle peut pas laisser son boulot, elle peut pas rester à la maison tout le temps parce qu'elle va perdre son minimum qu'elle gagne au quotidien et tout. Et elle appelle le village, on déscolarise une petite fille de l'autre côté qui vient entretenir son enfant. Je dis non. Il y a des garderies. Et mais là, il y a des garderies dans toutes les villes du Bénin. Justement, je pense qu'on doit en arriver à ce que les garderies deviennent comment je vais l'exprimer, que ça devienne une chose importante, que ça devienne quelque chose de systématique dans les entreprises. J'ai été par exemple sidérée le jour où j'ai lu le projet sur la reconstruction des marchés du Bénin et tout ça, où dans ces marchés, il est prévu d'avoir des garderies. Parce que la bonne dame au marché ne va pas laisser son commerce parce qu'elle a un nouveau-né. Et vous les verrez. C'est pour ça que je dis que ces femmes m'inspirent au quotidien. Les voir est pour moi une force que je ne pourrais pas vous exprimer parce que vous les voyez sous le chaud soleil. Elle vient d'accoucher 3 mois après. Elle a son bébé au dos. Elle a sa marchandise sur la tête. Elle est encore en train de vendre dans le marché parce qu'elle sait que l'enfant à la maison ne va pas lui rapporter de l'argent. Je ne vous coupe pas. On va évoluer dans ce débat. À présent, nous allons aborder un autre sous-angle de ce débat, la représentativité des femmes béninoises dans les instances de prise de décision. Quel est l'état des lieux? Madame Alors, je vous remercie. Le débat m'intéresse. Hein.
plaisir ce que les unes et les autres disent. Il y a un certain docteur David Godonou-Insa qui a fait un document intitulé Femmes du Bénin au cœur de la dynamique du changement social. C'était publié en 2008. Il a montré un peu que le combat de la femme béninoise, son absence dans les arènes, dans les instances politiques, ne saurait être un combat juridique. Parce que pour lui, sur le plan juridique, quand même, les choses sont déjà calées. Donc, il y a quelque chose qui bloque encore. Moi, je vais vous le dire, chaque fois quand il y a des nominations, quand je suis le conseil des ministres, j'écoute. Et je dis, je vais compter le nombre de femmes qu'on va appeler. Parfois, on appelle 28 hommes et à peine on appelle 2 femmes. Précisément sur le président Boni Yayi, il y en avait 6. Et aujourd'hui, sous Talon, il n'y en a que 3. Qu'est-ce qui justifie d'ailleurs ce recul qu'on observe? Je ne sais pas. Mais moi, je suis déçue chaque fois. Et un peu comme Mariam Amba, qui a dit « Mon cœur est en fête chaque fois qu'une femme émerge », je suis déçue chaque fois quand j'entends les nominations. On nomme plus les hommes que les femmes dans ce pays. Mais bon, moi, je ne maîtrise pas l'instance politique. Tout ce que je sais, c'est que les femmes peuvent se battre autrement, sans être dans les arènes politiques. Comment? Chacun à son niveau, nous nous battons. Hein? Moi, on m'appelle Maman Noël universelle dans le village où j'habite, parce qu'à chaque Noël, depuis 2006, je n'étais même pas au Bénin, j'étais encore en Suisse en train d'étudier. Je rentre pour Noël, je donne des fournitures aux enfants démunis. Je leur donne des livres, j'ouvre des bibliothèques. Je ne suis pas une femme politique. Aucun média ne montre rien. Mais quand donc, ça beaucoup de choses et on médiatise, c'est déjà pour la politique. Oui, voilà. Vous voyez, je m'inspire beaucoup de Angélique Kidjo. Je ne partage pas toujours ses points de vue, mais elle a fait Batonga un peu partout. Partout dans de nombreux pays, hein, dans de nombreux pays en Afrique. Vous voyez, elle n'est pas une femme politique, elle est une artiste et elle vit de son art et elle prend ce qu'elle gagne pour libérer d'autres filles, pour l'avenir. Donc vous voyez, ça, quand une femme peut impacter comme ça, sans forcément attendre d'être nommée ministre ou conseillère, je ne sais pas quoi, on peut le faire, notre combat. Mais pour le moment, l'orgueil mâle résiste toujours. L'orgueil mâle résiste et la femme, je pense que son combat peut être un combat un peu comme ce que Kidjo fait, un peu comme chacun de nous fait. Vous avez vu l'exemple que la dame a donné tout à l'heure, et c'était ça notre Afrique. Hein. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant d'autrui que ça ne me regarde pas. C'est l'enfant du Bénin, c'est une citoyenne, c'est l'enfant du monde, c'est un être humain. Il me concerne. Et tout ce qui est humain me concerne. Et dès que toutes les femmes vont intégrer cela, vous allez voir. Moi, j'ai fait un document quand j'étais encore à l'Université de Genève qui m'a valu vraiment les félicitations du doyen Pierre Allan en ce moment. J'ai fait un peu, j'étudiais en genre en ce moment, Gender Studies, et puis j'ai montré un peu, hein, en listant les noms des femmes de l'histoire qui ont marqué négativement l'histoire. Ça, j'ai choisi de le faire. Et les femmes qui demandent la tête de Jean-Baptiste, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui demandent à sa fille Salomé de danser parce que Hérode a commis l'adultère avec elle. Et elle veut se venger. Ce que femme veut, Dieu veut. Elle veut la tête du prophète qui a dit, Hérode, ce que tu as fait avec Hérodiade est mal. Elle a eu la tête de Jean-Baptiste, donc la femme peut obtenir ce qu'elle veut. Mais j'ai montré, c'est ce que j'ai montré dans cette recherche, mais ce qu'elle veut pour le moment, c'est la vengeance, c'est ci, c'est ça. Non, il faut qu'elle veuille autre chose. Et puisqu'on dit ce que femme veut, Dieu veut, c'est vrai. Alors, mais si elle veut vraiment, elle va l'obtenir. Mais toujours derrière, c'est toujours la femme qui est le malheur de l'autre femme. Ouais, et ça, c'est pas moi qui le dis. On l'a prouvé, hein, à tous les niveaux. La belle-mère qui ne veut pas que sa bru soit heureuse. Or, elle a fini sa vie avec son mari. Elle empêche le nouveau ménage d'être heureux. Elle donne des ordres au fils. Elle dit, etc. Bon, elle t'a déjà fait quelque chose dans ta sauce, hein, dans ta nourriture. C'est vice-versa. Hein. Donc, voilà. C'est vice-versa par rapport à cette histoire de belle-mère.
Bon. La mère de la femme aussi peut contribuer Oui, hein, oui. à leur Merci. couple. Et c'est toujours la dame mûre qui est derrière. Voilà. Donc, à un certain âge, je ne sais pas si on devient pervers, mais vraiment, c'est comme ça que ça se passe généralement. On va lui dire, il faut tout lui soutirer. Hein. Chaque fois, tu lui demandes des millions, il en a, sinon il va investir sur sa famille. Construit de belles maisons. Voilà, il ne fait rien pour nous. Alors là, moi, je ne porte plus si je veux tel tissu de tel prix. Il faut lui demander de t'amener en vacances en Europe. La maman met ça dans la tête des enfants. Et ce qui est dangereux encore, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de mamans se dépigmentent. Moi, je vois ce spectacle-là. Ça, c'est l'autonomisation de la femme. On n'a pas besoin de se dépigmenter. Regardez comment vous êtes belle sur le plateau. Merci. Vraiment, on n'a pas besoin de... Hein, on garde son teint. Et c'est ça que j'appelle l'équilibre à l'entame de cette émission. L'équilibre psychique. S'aimer soi-même d'abord. Ne pas suivre les autres. Tant qu'on ne s'aime pas comme on est, aime-toi comme tu es. Je me souviens, moi j'étais une fille très mince, mais très squelettique. On me traitait même ma grand-mère paternelle qui a été mon éducatrice me traitait de bambou. Mais après, quand j'ai fini les études, j'ai commencé par prendre de l'embonpoint. J'étais tellement traumatisée que j'employais mon coach de ce moment. Me disait, si tu ne t'aimes pas toi-même, personne ne t'aimera à ta place. Il a été mon premier coach. Et c'est vrai. Et là, j'ai commencé par me regarder, par dire, mais j'ai d'autres potentialités. Il faut que je m'accepte pour accepter les autres. Et là, il a vraiment contribué à ce que je sois une femme forte dans la tête. Et la force est dans la tête. Il faut le dire aux enfants, parce que dans la société, les hommes, même les aînés, ceux que nous appelons nos papas, ne nous laissent jamais la place. On ne fait pas la promotion des femmes dans ce pays. Moi, je le dis. Personne ne fera notre promotion. Nous allons faire notre promotion par nous-mêmes, par nos actes, les actes que nous posons au quotidien, par notre force et par notre calme. Face à l'agressivité des hommes, parce qu'il y a de ces hommes-là qui vous agressent au boulot, mais mon Dieu, attention, ce qui vous revient de droit, on vous l'arrache simplement parce que vous êtes femme. Et le droit de cuissage. La femme béninoise souffre. Vraiment. La jeune fille souffre, mais il faut la préparer mentalement à être très forte. Pour transcender. Oui, pour qu'elle soit. Madame Rondeyon, dites-nous quel est l'état des lieux que vous faites de la représentativité, ou pour ne pas dire de la sous-représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. Je ne m'investis pas vraiment dans la politique, donc c'est compliqué de faire un état des lieux, mais nous le voyons tous. C'est ce que nous appelons vérité de Polichinelle. Tout le monde voit, tout le monde sait, donc je n'apprendrai rien à personne quand je dirais que la femme n'est pas encore assez représentée dans nos instances de prise de décision. Le gouvernement, oui, les institutions. Oui, mais je pense que nous sommes en train d'en arriver à un moment de notre histoire où la roue va tourner, où la roue est déjà en train de tourner. Parce que aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Si nous ne plantons pas, nous ne pouvons pas espérer récolter quoi que ce soit. Il y a quelques années en arrière, combien de femmes s'engageaient sur la voie politique? Combien de femmes s'engageaient dans la chose politique? C'est quelques femmes qui essayaient de s'y lancer. Je crois qu'elles ont réussi à se faire une place. Rosine Soglo, Marie-Élise Bédot, Sophia Chanou et Afo Djobo. Il y a de noms, il y a quelques grands noms de femmes qui peuvent vous inspirer parlant de politique. Ça dépend de vos convictions, parce que chacune de ces femmes, dans sa personnalité, dans son unicité, a fait la politique à sa manière. Et à vous de vous en inspirer ou de choisir d'autres modèles. Je pense, qu'est-ce que j'allais dire en donnant l'exemple de ces femmes? Elles ont réussi à le faire de leur temps. Et à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de femmes qui s'intéressent à la politique. Beaucoup de femmes qui se créent un background en politique. Et sans ce background-là, on ne pourra pas vous positionner. Attendez, on ne va pas venir me prendre en tant que journaliste et me dire
viens devenir député. Hein? bien. Non, parce que si je ne fais pas mon chemin politique, personne ne me dira viens devenir Militer député. dans des partis politiques. C'est très important. Si nous voulons avoir des femmes à des postes de responsabilité, il faut que, en tant que femmes, nous fassions le chemin comme le font tous les autres. C'est très important. Et je crois que ce chemin se trace peu à peu. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de sœurs, enfin, des femmes que j'appelle affectueusement des sœurs, parce que nous devons également en arriver à un moment où des femmes doivent pouvoir porter les femmes. Donc, vous n'êtes pas pour la promotion de la facilité. Non, non. Attendez, je ne peux pas être en train de dormir dans ma chambre. Ok, Teslanik est journaliste. On va pas venir me chercher journaliste dans ma chambre. Madame Deborah me dit, viens devenir ministre de la sécurité. Non, c'est pas possible parce que c'est pas mon domaine. Mais si j'ai les compétences nécessaires, je sais que d'ici 10 ans, je peux devenir ministre de la communication parce que je me serais donné les bases nécessaires. Je sais que dès l'instant où on me prend pour me parler de quelques sujets en rapport avec la communication et les médias, je suis capable de tenir et vous toute en êtes une journée. D'ailleurs. Merci beaucoup. Je pense que c'est ce chemin-là qu'il faut faire. Et nous, en tant que jeune femme, je vois beaucoup d'autres jeunes femmes s'investir dans la politique. Vous les voyez dans les partis politiques. Elles s'investissent dans des projets. Elles ont même des plans de carrière politique. C'est très intéressant de voir ça. Et ce n'est que comme ça qu'on peut y arriver. C'est très important de faire le chemin pour espérer en arriver à ce que des femmes soient placées dans les instances de prise de décision. Moi, je suis plus ou moins fière de ces quelques femmes que nous avons dans notre gouvernement. La transition, elle est toute trouvée en parlant de parité. Dites-moi, Madame Rompé, que pensez-vous de l'égalité du genre entre l'homme et la femme? Est-ce que c'est possible compte tenu de nos réalités au Bénin? Est-ce qu'on parlera d'égalité? Vous savez, même dans le gender studies, il y a les différentialistes, il y a les égalitaristes, etc. Moi, je ne suis pas égalitariste, je suis différentialiste. Sur le plan biologique, nous sommes différents. Sur le plan même mental, nous n'avons pas les mêmes hormones qui sécrètent les mêmes gènes pour que nous ayons les mêmes sentiments, les mêmes affectivités. Nous sommes différents. Mais cette différence n'exclut pas le fait que nous sommes tous des humains. Et en dignité et en humanité, nous avons les mêmes droits. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, donc nous sommes égaux en dignité et en droit, puisque nous sommes des humains. La femme est un homme. Puisque quand on dit homme grand H, homme et femme. Elle est venue de l'homme et l'homme est venu de la femme. Mais nous ne sommes pas pareils. Pour moi, biologiquement, nous sommes différents. Nous n'avons pas les mêmes sentiments, nous n'avons pas les mêmes sensations. On n'a pas les mêmes approches des problèmes, pas du tout. Mais ceci ne nous exclut pas de l'humanité. Nous avons notre place et nous devons, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, nous devons l'occuper. Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité entre égalité, parité, en 30 secondes. Je prends un exemple, je partirai d'un verset biblique, sans vouloir paraître religieuse et tout ça spirituel, non. Mais dans la Bible, il y a un verset qui dit « Hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. » Et moi, je pense que tout part de là. Les hommes, dans leur ego, dans tout ce qu'on peut leur connaître, ont besoin de ressentir que la femme leur donne une certaine place. Et la femme, en retour, a besoin de se sentir aimée. Nous avons différents besoins. On ne peut pas avoir les mêmes sentiments. Madame Deborah l'a dit, ce n'est pas possible. Donc, on peut pas... Je crois qu'en off, tout à l'heure, on discutait, je vous ai dit, je n'aime pas me prononcer sur les questions de parité, d'égalité, parce que pour moi, c'est un faux débat. Ça n'existe pas. On ne peut pas parler d'égalité, de parité, parce que c'est une évidence que nous sommes égaux juridiquement, mais sur plusieurs autres plans, ce n'est pas possible de l'avoir. On peut se battre et avoir la même place. Peu de femmes payent l'électricité, l'eau, le loyer. Il y en a qui payent. Beaucoup de femmes le font. De plus en plus, oui. Mais dans la réalité. Oui, je crois que c'est un débat. On va en débattre, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais je suis convaincue qu'on n'en a plus assez. C'est un débat qui, pour moi, est parfois biaisé dans les analyses et tout. Je crois que je suis très ouverte d'esprit et j'accepte d'autres analyses sur la question, mais à mon niveau personnel, je me dis, ne nous leurrons pas. Il peut y avoir d'égalité, mais cette égalité dont on parle, si l'homme fait 2 pas, en tant que femme, tu sais que tu fais 2 pas fois 5, c'est tout simple. Je vous remercie. Votre mot de fin, Madame Rompé? Oh oui,
Je vais citer Nathalie Sartoul-Lajus, qui a beaucoup écrit sur l'autonomisation de la femme sur le plan mondial. L'autonomisation de la femme est liée à son travail, à son pouvoir, à sa capacité de travailler et, comme l'a dit ma sœur tout à l'heure, 2 fois plus que les hommes. Et là, mon propre mot à moi en tant que Déborah et en tant qu'éducatrice, c'est qu'il faut insister sur l'éducation à donner à la fille, à la petite fille et aux petits garçons aussi. Et il faut leur donner la même éducation. Une éducation forte pour faire d'eux des gens forts, mais psychologiquement équilibrés. On a besoin de personnes équilibrées pour demain. Merci. Votre mot de fin. Mon mot de la fin, je vais finir comme j'ai commencé. Je disais dans mon introduction, en chaque femme sommeille une lionne. Et je pense que c'est très important pour chaque femme de découvrir la lionne en elle et de pouvoir la faire rugir. C'est très important. On n'a pas besoin de s'affirmer forcément sur le plan politique. Vous n'avez pas besoin de vous affirmer sur le plan économique. Vous n'avez pas besoin de vous affirmer forcément sur le plan universitaire. Mais dans chaque domaine, dans tout ce que vous faites, faites-le bien. Tout simplement parce que vous êtes une femme et les gens vous regardent. Je crois que le regard de la société va changer un jour. On ne vous jugera plus parce que vous portez une robe ou parce que vous nouez un paille, vous portez votre bomba, mais parce que vous êtes un être humain. On n'en est pas encore là, donc on est obligé de marcher sur les préceptes de notre société et chaque femme doit pouvoir s'affirmer dans son domaine. Je suis journaliste, je le serai bien. Je suis enseignante, je suis professeure d'université, je le suis bien. Et je le fais de sorte à valoriser les autres femmes autour de moi. Je vous remercie, chers invités. C'était un plaisir d'avoir débattu du thème « Femmes béninoises face aux défis de son temps ».